Bienvenue dans Les Filles d'Olympe, podcast intime et politique. C'est reparti pour le défi J'envoie 2024. Chaque jour de janvier, un épisode et une contrainte narrative pour stimuler notre imagination, se lancer un pari et aiguiser votre acuité et peut-être votre fidélité. J'y participe pour la seconde fois avec une quarantaine de collègues de l'Académie du podcast. Je vous bricolerai des histoires et des rencontres, tout spécialement pour les filles d'Olympe que vous êtes, tout en vous lançant, bien sûr, quelques défis. C'est parti! Pour cet épisode 23, j'ai le plaisir de vous convier à une conversation narrative avec Claire Bouter. Claire Bouter, c'est la fondatrice du cabinet Ressources, dont elle va nous parler, et c'est aussi une praticienne narrative, tout comme moi. Nous allons vous raconter comment nous nous sommes rencontrés, mais ce que nous avions envie de faire ensemble, c'était d'échanger sur nos pratiques, d'échanger sur la réalité de ce que sont les pratiques narratives quand on les intègre à nos activités. Et c'est de ça dont nous allons vous parler. En tout cas, c'est de ça dont nous allons parler ensemble, en espérant que ça vous intéresse. Bonjour Claire. Hello Florence. Je suis très contente de te voir et de te revoir parce que pour tout dire à tout le monde, on a eu une séance il y a quelques jours qui nous a donné envie de nous revoir pour répéter un peu ou pour échanger autour des sujets qu'on a abordés la dernière fois qu'on s'est parlé. Claire, toi, tu es entrepreneur. Tu as une entreprise depuis 2007. Tu l'as appelée Ressources et tu vas nous expliquer pourquoi elle s'appelle Ressources. Et ce que j'ai découvert sur ton site internet, que je ne savais pas de toi parce qu'on n'en a jamais parlé, c'est que ton premier métier ou ta formation, c'est une formation d'ingénieur aéronautique. Exactement. Et que tu fais aussi du pilotage d'avion. Donc, tu es pilote. Je l'étais, en fait. Je pilote plus maintenant, mais c'est effectivement mon école de vie, ce qui m'a formée quand j'avais 16 ans. Donc, tu l'as fait, en tout cas, à un moment de ta vie, ce qui est quand même tout à fait particulier. En tout cas, tout le monde ne fait pas ça. Et bien, en fait, ce qui nous réunit, Claire, c'est autre chose. Ce qui nous réunit, c'est les pratiques narratives. Moi, je m'y suis formée, je crois, en 2017. Toi, juste dans la même période? Ouais, juste après 2018. Et on s'est rencontrés, nous deux, à Bordeaux, lors des journées narratives francophones qui ont eu lieu à Bordeaux en 2018. Moi, j'étais diplômée depuis peu de temps, toi, tu étais en formation. Et puis, on a eu une longue discussion sur nos pratiques, sur ce qu'on faisait, etc. Et puis, je crois qu'on s'est trouvés assez sympas l'une et l'autre. Et donc, on est resté un peu en contact depuis, après s'être vus en vrai pour la première fois. Hein. Ça a commencé par une vraie rencontre avant d'avoir des contacts à distance, puisque toi, tu es dans la région parisienne et moi, je suis en Suisse. Exactement. Et pour démarrer cette conversation, j'ai envie de te demander de nous expliquer pourquoi ça s'appelle Ressources avec un S, ton entreprise. Écoute, Ressources, c'est une figure de voltige aérienne, donc c'est un petit clin d'œil, c'est une figure qui consiste à piquer pour prendre de la vitesse et remonter pour prendre de la hauteur, et je trouve que c'est un peu ce qu'on fait dans nos accompagnements, c'est-à-dire qu'on descend chercher des ressources en profondeur pour pouvoir après grandir, grimper, s'élever. Ouais. Je trouvais que la métaphore était jolie, et puis voilà, c'était un vrai clin d'œil à ce passé d'aviatrice qui m'a beaucoup fait grandir et qui m'a beaucoup nourrie. Ouais, magnifique. Donc, Florence, et toi, Filigrane, ça vient d'où? Le nom t'es venu comment? Bah, en fait, donc j'ai créé mon entreprise il y a un peu plus de 10 ans et je cherchais un nom et je voulais un nom qui soit un nom suffisamment ouvert au niveau des perspectives et de ce que j'avais envie de faire. Et puis pas un nom, c'est beaucoup la mode. Enfin, il y a des périodes comme ça où c'est un peu la mode des noms en E-L-L-E. Tu vois, qu'il y a une espèce de dimension féminine comme ça dans le mot. Et moi, je travaille beaucoup avec un public féminin, mais je ne voulais absolument pas un nom d'entreprise avec cette formulation-là. Pour moi, c'était important de sortir de ça. Parce que je crois que ça correspond aussi à ma manière de me positionner sur les questions féministes. Et c'était important pour moi de ne pas avoir un nom qui finissait de cette façon-là. Et donc, je cherchais des noms avec mon compagnon. On était en pleine forêt, on se baladait un dimanche après-midi. Et tout à coup, ça a fait tac. Et je sais plus lequel des deux a dit filigrane. Et pour moi, filigrane, ça avait tellement de sens parce que
Donc moi, je fais de la formation pour les adultes. Je fais de l'accompagnement, parfois d'équipe, hein, et je crois que ça, tu le fais aussi. On va se rejoindre là-dessus. Et puis de l'accompagnement individuel aussi. Et puis j'ai tout un pôle autour de l'écriture. Et pour moi, filigrane, c'était un mot qui, à la fois, faisait une référence au crissement de la plume sur la page. Enfin, il y avait cette idée de papier comme ça qui était importante, qui a évolué un peu dans ma pratique, mais surtout à tout ce qui est de l'ordre de l'entre les lignes. Tu vois, ce qu'on dit pas vraiment, ce qui est un peu caché, qui est pas vraiment exprimé et qui finalement doit se dire aussi. Et dans le récit de vie, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ces moments où les gens disent quelque chose et puis apparaît comme ça, tout petit, ces fameux fines traces dont on reparlera certainement. Tout à coup apparaissent des choses toutes petites qui ne sont pas vraiment exprimées puis qui en fait vont devenir importantes. Et le filigrane, c'est vraiment ce qui apparaît en transparence d'une page. Et pour moi, ça faisait vraiment beaucoup de sens d'appeler mon entreprise de cette façon-là, parce que je crois que ce qui m'intéresse, c'est un peu cet entre-deux, c'est un peu ce qui apparaît quand on a les yeux mi-clos et qu'on n'est plus tout à fait en état de conscience complet, mais qu'on arrive dans une zone où peut-être qu'il y a d'autres choses qui peuvent se déployer. Donc voilà pourquoi ça s'appelle filigrane. C'est magnifique. En tout cas, j'aime beaucoup cette notion d'entre-deux, d'entre les lignes, ou deviner ce qui est en devenir, en fait. Ouais, c'est toute cette question des bourgeons, hein. Mhm. Alors, donc nous, ce qui nous relie, Claire, c'est les pratiques narratives. Donc, on en a parlé un petit peu. Tu aurais envie, toi, de me donner une définition de ce que c'est pour toi le narratif ou de quelle place ça prend? Comment tu pourrais en parler? Qu'est-ce qu'on peut dire à des gens qui connaissent pas le narratif pour comprendre pourquoi, quand on se forme à cette approche, ça change tout? Alors, je pense pour moi, il faut le contextualiser un tout petit peu. C'est-à-dire que quand l'approche narrative est arrivée dans ma vie, en fin de compte, elle est arrivée en deux temps dans ma vie. Elle est arrivée au tout démarrage de la création de mon activité. C'est-à-dire que dès 2007-2008, je me souviens, je suivais les lettres de Pierre Blanc-Sanoun en Australie. Il était avec des gens de chez Media Coaching en Australie et il racontait ce qu'il était en train de découvrir. Et moi, je découvrais le coaching à ce moment-là. J'étais en train de me dire, mais waouh, c'est extra. Et il m'a fallu vraiment infuser, cheminer en dehors des chemins narratifs avant, 10 ans plus tard, de me dire, bah là, je me forme pour de vrai. Je choisis de faire infuser les idées de l'approche narrative dans ma pratique. Plutôt qu'autre chose, ça aurait pu être une autre couleur, voilà. Et donc, quand l'approche narrative arrive, j'ai déjà une pratique bien établie, bien ancrée. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a déjà des repères, mais ça va venir alors bousculer plus ou moins ces repères. En tout cas, ce que je vais chercher, ce dont j'avais l'intuition ou ce que j'avais pressenti et qui pour moi était l'essentiel, enfin est toujours l'essentiel, c'est que c'est une pratique de l'espoir. Voilà, c'est une pratique qui rend les gens dignes. Et dans la façon d'avoir les conversations avec les équipes et les individus, pour moi, ça, c'était central de pouvoir mettre la personne au cœur de son cheminement. C'est déjà vrai en coaching, mais là, il y a quelque chose de plus qui rend l'autre encore plus voilà, au cœur de son travail et de son cheminement. Et toi, du coup, Florence, qu'est-ce que tu aimerais en dire pour toi? Ouais. C'est drôle, j'aime beaucoup ce que tu dis sur la pratique de l'espoir. Moi, je l'ai jamais formulé de cette façon-là, mais je trouve que c'est effectivement de ça dont il s'agit. Moi, ça me touche beaucoup l'idée de redonner de la dignité aux personnes et puis de retrouver la fierté d'être soi. Et ça m'a beaucoup séduite. Moi, j'ai découvert les pratiques narratives à travers le récit de vie, puisque c'est une des pratiques que j'ai, une des activités que j'ai de faire du récit de vie. Et donc, j'ai découvert les pratiques narratives parce que c'était narratif. Et sans trop savoir de quoi on parlait, le nom de Michael White est arrivé dans mon univers comme ça. Donc, Michael White, le fondateur, enfin, on va en parler peut-être, fondateur des pratiques narratives en Australie. Et c'est ce nom-là qui est arrivé parce que tout à coup, c'était comme une autre manière de faire du récit de vie par rapport à ce que j'avais appris dans la manière un peu classique de recueillir l'histoire de vie des personnes. Et puis, ça m'a intriguée, mais j'en savais très peu. Et, euh, et je sentais par contre qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que j'aille chercher là-dedans et que ça aurait certainement du sens, mais j'ai pas découvert, moi, les lettres de Pierre Blanc-Sanoun à l'époque où il était en Australie. J'ai vraiment découvert toute une planète au moment où je m'y suis plongée. Et puis, j'ai décidé de me former à cette approche parce que je suis formée en thérapie sociale et que la thérapie sociale est là pour but de permettre l'expression du conflit
pour pouvoir évacuer ou éviter la violence. Et je trouvais des pratiques sœurs, en fait, en narratif. Et j'ai pas eu tort, puisque ce que j'ai découvert, c'est non seulement une approche qui est effectivement très liée à cet objectif que poursuit la thérapie sociale, mais avec des outils beaucoup plus légers, beaucoup plus ludiques, j'ai envie de dire, même si ce mot, il peut être interrogé. Et puis, qui permet beaucoup moins, je dirais, de culpabilisation des gens, en tout cas une manière d'entrer dans les difficultés que les équipes peuvent vivre de manière beaucoup plus légère. Et ça m'a paru vraiment hyper important. Et c'est comme ça que le narratif est entré dans ma vie. Et au moment où je l'ai découvert, je pense que pour toi c'était peut-être pareil, et j'imagine que c'était pareil, c'est un peu comme si tout à coup le langage que tu connais depuis toujours prend sens et tu te rends compte que quelqu'un d'autre a pensé à ça et qu'il a mis des mots sur des sensations que tu pouvais avoir ou des impressions. Et je ne sais pas si ça s'est passé aussi un peu comme ça pour toi. Moi, il y a eu quelque chose de très intuitif dans la découverte du narratif. Tu te souviens d'un moment qui illustre ça, de ce côté très intuitif ou ce moment où tu te dis, ah mais cette personne, elle a mis en mots ce que j'avais. Ouais, je crois qu'il y a une chose qui m'a beaucoup, qui m'a beaucoup séduite. C'est quand on m'a dit, ça vient d'Australie, un pays où Freud n'a jamais mis les pieds. Parce que ça m'a plu d'avoir enfin accès à une approche d'accompagnement qui sortait des carcans judéo-chrétiens dans lesquels on est quand même souvent intégré parce qu'on baigne dans cette société-là. Et là, moi, ça m'a donné un espèce de souffle d'air comme ça, d'oxygène en me disant, ah oui, on peut réfléchir les choses différemment, on peut sortir de ces visions un peu binaires du péché ou du non-péché, en fait, ces choses-là. Et donc, on peut avoir cette ouverture-là ou aller chercher des manières d'accompagner les gens qui sortent des jugements habituels ou des manières un peu attendues qu'on peut avoir de pratiquer cette activité. Et puis, j'ai adoré l'idée qu'on avait plusieurs histoires, qu'on pouvait avoir, on pouvait se raconter de plein de façons différentes, puis qu'on pouvait enrichir ces histoires, qu'on pouvait aller épaissir nos toutes petites histoires qu'on ne raconte jamais de soi et qui en fait vont nous donner une puissance infinie, beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de possibilités d'aller plus loin. Et moi, ça m'a énormément impacté. Donc, je dirais que la première grande découverte, ça a été le principe des histoires préférées ou des contre-histoires par rapport à une histoire dominante de problème. Ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et puis, c'est découvrir des fines traces à aller tisser et épaissir, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai adoré le fait de pouvoir externaliser, parce que l'externalisation, c'est comme mettre à distance son problème pour lui donner une apparence humaine ou pas humaine, mais en tout cas lui donner une vision différente, le voir autrement que collé à soi. Et ça rejoignait d'une part, en partie, l'approche de la thérapie sociale, en partie parce que ça permettait de donner du large par rapport à une problématique. Et puis, ça rejoint aussi mon grand intérêt pour la créativité. Moi, j'utilise beaucoup des outils créatifs, que sont l'écriture, le collage, le dessin, des choses de ce genre-là. Et puis ça, c'est magnifique à exploiter quand on doit externaliser, quand on doit donner une vision différente d'un problème. On peut lui coller des images, des couleurs, on peut lui mettre des cheveux, on peut lui raconter comment il vit, qui il est, quelle vie propre il peut avoir. Et puis ça donne quand même quelque chose qui est très important au niveau de la démystification du problème, qui moi me parle énormément. Ouais, on va reparler après de la créativité et toutes Oui. les initiatives créatives qu'on a pu construire Bien ou sûr, imaginer avec nos clients. Je veux juste rebondir sur ce que tu dis sur l'externalisation et les histoires préférées, parce que c'est vraiment moi ce qui m'a. Enfin, tu parlais de première grande découverte. J'aime bien cette idée qu'on est des explorateurs, on est des exploratrices au pays de l'approche narrative. Et c'est vrai que cette première grande découverte pour moi qui m'a vraiment beaucoup apporté, c'était effectivement cette façon de parler des problèmes. Voilà ce qu'on dit souvent dans l'approche narrative, la personne est la personne, le problème est le problème, la personne n'est jamais le problème. Et faire des portraits robots, des enquêtes du problème pour voilà se rendre compte de qui il est, de à quel moment il s'invite dans la vie de la personne, et surtout une fois qu'on a traversé un petit peu cette vie du problème, se rendre compte en creux de qu'est-ce qui est précieux pour nous, qui vit pas quand le problème est là. Moi, ça a vraiment été une révélation, ça. Vraiment, parce que parfois, tu vois, Dina Scherer, qui nous a formé à la pratique narrative, elle dit souvent à quoi je reconnais que l'histoire de problème est là, c'est qu'en fait, j'interroge la personne, c'est le problème qui me répond. Et ça, moi, je pouvais souvent être coincée dans des échanges
ou dans des accompagnements, surtout en individuel, hein, paradoxalement. Enfin, je l'ai fait, j'ai mis en place des protocoles d'externalisation avec des équipes et avec des individus, mais beaucoup au départ avec des individus. Et vraiment, parfois, je pouvais être coincée avec la personne qui est saturée dans son histoire de problème, qui prend toute la place, voilà. Et c'est vraiment ça. On parle à la personne et c'est le problème qui répond. Et donc, de pouvoir avoir cette conversation où on va décrire le problème et on va le dissocier, comme tu dis, le mettre à distance de la personne, le regarder et plus comme si c'était soi. Waouh, ça m'a, même moi dans enfin voilà, pour moi en premier lieu, c'était super. Et puis après, effectivement, c'est ce côté multi-histoire. Un des premiers mois, avant même que je me forme en 2018, c'était Smoot Trace. Je trouve qu'il est de toute beauté. Il contient en soi toute la poésie et l'essence, je trouve, des pratiques narratives. Je sais plus comment on le dit en anglais. Ça m'échappe là tout d'un coup. Comment il... On va chercher histoire qu'on l'ait, puisqu'on a besoin de la voir. Parce que c'est ça qui est chouette hein, avec les pratiques narratives. Moi, ce qui m'a séduite quand tu parlais de donner du large hein, par rapport à la thérapie sociale, ce qui était assez extraordinaire et moi qui m'a beaucoup séduite, c'est que c'est une approche qui s'est déployée dans le monde entier et qui a investi des champs différents. Les thérapeutes, les sociologues, les coachs, les travailleurs sociaux. Et voilà. Et donc, il y a un brassage et une ouverture, effectivement, dans cette pratique qui continue de se faire. Ça, c'est fabuleux. Et des apports de part et d'autre. Et ça, enfin voilà, je trouve que c'est pas une école dogmatique. Elle a rien de figé. Elle est en perpétuelle réinvention. Et ça, c'est très rare. Et ça, c'est très important que tu le rappelles parce que moi, quand je suis allée à Bordeaux, c'était précisément pour aller vérifier cette chose-là. Parce que je sortais de formations où je trouvais qu'il y avait des aspects un peu justement dogmatiques. On entre souvent dans une espèce de chapelle qui va nous dire comment penser ou qui va nous donner une espèce de ligne de conduite pour accompagner, pour faire, et qu'on doit tout le temps se référer à cette même ligne. Et en narratif, alors bien sûr qu'il y a une ligne, sauf qu'il y a effectivement une explosion de pratiques et de manières de l'utiliser qui, moi, m'a énormément rassurée, aussi en voyant la diversité de cette communauté, en voyant tous les possibles de nouveau qui étaient offerts à nous. Et finalement, il n'y avait pas de limite. Et ça, c'était extrêmement rassurant parce que tout le monde peut prendre sa place là où il est, là où elle est, en fonction des approches qu'elle a envie ou qu'il a envie de développer. Et pour moi, ça, si je suis allée me former en narratif, c'était parce que je cherchais une méthode d'accompagnement pour compléter ce que je faisais déjà, mais aussi pour pouvoir enrichir la pratique du récit de vie, qui était qui est toujours une autre de mes activités. Et, euh, et j'ai pu vraiment utiliser des éléments du narratif pour les greffer sur ces manières différentes de travailler, tout en découvrant aussi toutes ces pratiques à travers le monde qui nous avaient été présentées lors de ces journées, des journées qui ont lieu tous les 2 ans et puis qui à chaque fois permettent de se retrouver ou de se régénérer ou de se réouvrir à de nouvelles possibilités. Et en fait, c'est infini, quoi. Ouais, c'est clair qu'à chaque fois que tu as l'occasion de participer à un événement en lien avec l'approche narrative, quelle qu'elle soit, de par le monde, tu te régénères, tu te réoxygènes, c'est une autre expression de Dina Char qui, à propos d'une masterclass en France où on s'était retrouvés d'ailleurs. Oui, tu parles de David Denborough qui est venu en France en 2019. Et effectivement, c'était super de pouvoir accueillir à Paris un des pionniers, enfin un de ceux qui faisait partie de l'équipe de départ du Deloitte Center en Australie et qui a vraiment bénéficié de près de la collaboration avec Cheryl White aussi, beaucoup, la femme de Michael White, et qui a beaucoup contextualisé. Il est à l'origine de tout un arbre des pratiques narratives pour dresser un petit peu la généalogie des partenariats. Il y a cette notion de partenariat très forte entre pays, voilà, de partenariat interdisciplinaire pour accompagner, en tout cas eux, les sujets qui les intéressaient, accompagner les communautés en souffrance en Australie. Donc voilà. Alors attends, je regarde rapidement le mot de Michael White dans Reauthoring Conversations. Peut-être unique outcomes. Donc, on est bien là. Enfin, en tout cas, c'est la définition des FinTrace. C'est-à-dire que c'est le point d'entrée. C'est ce que tu disais dans la très jolie définition de Filigrane. C'est-à-dire que c'est entre-deux. Comment tu as dit tout à l'heure, c'est
Ce que j'ai eu L'entre-deux, c'est ce qui ne se voit pas, c'est ce qui est entre les lignes, c'est ce qu'on voit en transparence. ouais, voilà. Et Fintrace, c'est ça au fond. On a été formés effectivement par Dina Scherer et par Elisabeth Feld. Je crois que toutes les deux, on a eu les mêmes formatrices. Je crois qu'on a vraiment eu une chance énorme de pouvoir travailler à leur côté et de pouvoir s'inspirer aussi de leurs pratiques. Avec Elisabeth Feld qui, elle, travaille beaucoup en anthropologie. Enfin, rajoute la notion d'anthropologie aussi à la notion des pratiques narratives. Et ça, je crois que tu as des choses à en dire. Alors oui, d'abord, un gros clin d'œil à Elisabeth qui continue de m'accompagner en supervision aujourd'hui. Et c'est une grande, grande chance, un grand bonheur. Et effectivement, alors une fois qu'on a ce socle, hein, toutes les deux dont on a pu bénéficier en formation initiale, après, libre à chacun d'aller explorer des thèmes un peu connexes ou des racines. Moi, j'aime bien cette notion des racines de l'approche narrative. Et une des racines de l'approche narrative, c'est l'anthropologie culturelle. Et ça, c'est Elisabeth en a fait son miel. Et en fait, pour moi, c'est là où ça m'a beaucoup inspiré. C'est beaucoup visé. Alors, avec les équipes, beaucoup sur cette notion d'identité d'équipe qui, à un moment donné, est plus qu'une identité. C'est vraiment qu'est-ce qui fait l'âme de la communauté et comment, à travers la construction des événements que je vais proposer à l'équipe de vivre, l'équipe va pouvoir toucher cette âme, qu'elle soit en germe ou déjà bien établie, parce que quels que soient les défis, les difficultés auxquelles l'équipe va être confrontée, y compris dans sa cohésion, dans les conflits qu'elle rencontre, bah c'est bien ce sentiment d'identité partagée, ce sentiment de communauté, d'intérêt qui nous rassemble, qui fait qu'on se rejoint, qu'on travaille ensemble à ce moment-là, qui va nous aider à dépasser les obstacles. Donc, ça va bien au-delà d'un plan d'action, même si après, ça peut se concrétiser par des plans d'action. Mais voilà, donc c'est vrai que l'apport d'Elisabeth et à travers parce qu'elle nous a retranscrit l'anthropologie culturelle, ça m'a beaucoup aidé pour imaginer comment, quand on démarre un accompagnement avec une équipe, avec une personne, c'est le début d'un voyage. Et voilà, on va pouvoir cheminer vraiment avec un début, une fin, un entre-deux et tous les ingrédients qui sont importants voilà, pour que ce voyage se passe dans les meilleures conditions. Dans ce que tu dis, je crois que c'est bien qu'on parle un peu des pratiques narratives collectives, parce que le narratif, ça ne se fait pas qu'en individuel, ça se fait aussi en collectif, et c'est même d'autant plus fort et d'autant plus puissant quand on réunit des groupes autour de cette notion de collectif et de pratiques narratives. Et donc, comme tu le disais, on a toutes les deux participé à la masterclass de David Denborough, venu d'Australie exprès pour nous. Donc David Denborough, c'est le successeur, on peut le dire à peu près comme ça, de Michael White. Il travaille donc au centre de recherche qui est centré à Adélaïde, en Australie, le Dulwich Center. Et il travaille avec la veuve de Michael White. Michael White est décédé en 2008. Et sa veuve, Cheryl, est encore très active, elle aussi, dans le narratif. Et ensemble, ils recherchent tout le temps, inlassablement, de nouvelles manières d'accompagner les gens. Et on a eu la chance toutes les deux de suivre une masterclass de 3 jours avec David Denborough qui était venu en France en 2019. Et je crois que là, on a aussi pu expérimenter beaucoup de ces approches collectives. Et tu parlais de l'importance et de l'âme. J'aime beaucoup ce que tu dis sur l'âme de la communauté qui est tellement important en narratif. Et c'est vraiment ça qu'on va aller rechercher. Et à travers les expériences que David nous a partagées, moi, j'ai vraiment pu réaliser combien il était important combien ça avait du sens finalement de travailler de cette façon-là avec les gens et d'aller toujours rechercher ces ressources. Parce que finalement, une des bases du narratif, c'est qu'on va pas aller exploiter le problème ou aller creuser le problème pour comprendre d'où il vient et comment on est fait par rapport à ce problème, etc. Mais on va plutôt aller chercher toutes les ressources dormantes, les talents cachés, toutes ces pépites qu'on a à l'intérieur de nous qui dorment, qui sont complètement écrasées parfois par les difficultés qu'on peut rencontrer. Et dans une équipe, c'est d'autant plus fort que quand on vit une situation difficile dans une équipe, on va même plus avoir le souvenir de ces moments absolument précieux qui ont existé et qui ont permis de faire que l'équipe continue d'avancer, même si c'était pas facile. Et d'aller rechercher toutes ces choses-là, je trouve que c'est extrêmement précieux. Moi, quand on est rentré de cette masterclass avec David Denborough, j'étais en train de préparer une rencontre entre des
personnes d'origine migrante, et puis d'origine étrangère, qui étaient de partout dans le monde, et puis des politiques, parce que j'aime bien ces deux mondes-là. Et puis il se trouve que j'intervenais et j'interviens toujours dans ces deux mondes-là, et j'aime bien les réunir, parce que ça me vient de la thérapie sociale, réunir des gens qui ne se parlent pas du tout et jamais, ça me paraît essentiel dans cette vie. Donc ça fait partie des choses que j'aime bien essayer de mettre en place. Et puis là, il y avait justement une rencontre qui était prévue juste à notre retour de Paris. Et en écoutant David Denborough et en entendant ce qu'il en disait, ça m'a permis de changer complètement ce que j'avais prévu de faire avec l'équipe avec laquelle j'étais. Et plutôt que d'avoir une rencontre classique où les personnes, c'était des femmes d'origine étrangère, venaient raconter les difficultés qu'elles pouvaient vivre ou les questions qu'elles se posaient ou les besoins qu'elles avaient envie de transmettre aux politiques, on a transformé ça en qu'est-ce qui fait que je tiens debout malgré les difficultés. Et ce qu'on a fait, c'est que chacune a pu dire pourquoi, comment elle faisait pour tenir debout. C'était quoi ses trucs? À quel moment elle craquait, mais à quel moment elle arrivait à se relever? Qu'est-ce qui faisait à l'intérieur d'elle qu'elle était capable de continuer d'avancer, même dans les moments difficiles, même dans un pays dont elle ne parlait pas la langue, même avec un diplôme universitaire qu'elle pensait ne plus jamais pouvoir utiliser, etc., etc. Puis en face d'elle, il y avait les politiques qui étaient invités. Et plutôt que de les laisser, comme d'habitude, un peu passifs, comme ça, écouter les doléances d'une population par rapport à une autre, eh ben là, on leur a donné des cartes postales, on leur a proposé d'écouter ce qu'elles avaient à dire et de leur répondre en disant comment eux, ils faisaient face quand ils avaient des difficultés, comment ils restaient debout. Et ça a donné une rencontre qui finalement n'avait tellement rien à voir avec ce qui était prévu et ce qui était attendu, ce qui était un peu classiquement fait. C'était d'une force absolument extraordinaire. Et ça, c'est des cadeaux de la vie. Je pense qu'aucune de nous n'a oublié ces moments-là. Et aucune de nous, et j'inclus les politiques aussi, parce que ça a été tout à coup une manière de les positionner ou de leur proposer d'être de nouveaux acteurs ou actrices d'une situation dont qu'ils connaissent pas, mais c'est pas grave. En fait, ce qui les réunissait, c'était l'humanité. Et c'est ça qu'on est allé chercher à travers cet exercice. Et ça a pu être fait parce que ça a été inspiré par cette approche de David Denborough autour des pratiques narratives collectives. C'est une super belle histoire que tu racontes autour de réunir des gens qui se parlent pas et qui vont trouver une manière de se parler, de partager ensemble ce qui les fait tenir debout. Donc tu retrouves un point un point où qui partagent en fait, c'est ça, de convergence plutôt que de divergence. C'est ça. Et David Denborough, il propose même d'aller plus loin puisqu'il propose d'aller proposer ces textes-là à des populations qui n'ont rien à voir pour qu'elles puissent réagir. Puis là, ça s'est un peu enrayé. Donc le projet, il était prévu pour partir dans cette direction-là. Et puis parfois, on a de grandes ambitions, mais peu de moyens à disposition. Les choses peuvent pas se faire comme on veut. Puis ça aussi, ça fait partie de la vie. Et c'est OK. Peut-être que c'est OK et qu'il s'agit de se dire, bon, voilà, ça sera peut-être dans une autre circonstance qu'on aurait pu le faire, mais moi, j'imaginais qu'elles puissent aller parler, qu'elles puissent aller transmettre leurs textes à des paysans de régions reculées, campagnardes, etc. Et puis, qui étaient peut-être plutôt enclins à voter dans des partis d'extrême droite ou des partis qui couperaient le lien avec les étrangers, mais ça n'a pas pu être fait. Donc, ça reste une petite frustration de ce point de vue-là. Mais par contre, sur le moment vécu, c'est aussi important de le célébrer, même s'il n'a pas été qu'il n'a pas pu se prolonger autant que j'aurais souhaité qu'il se prolonge, en fait. Et ça, je trouve que ça illustre, ton histoire, elle illustre joliment cette notion de résonance. Qui est vraiment au cœur, les conversations en soi, elles sont, assez riches et extraordinaires à vivre. Elles le sont encore plus quand effectivement, la conversation que tu peux avoir avec une équipe, toi, est à un moment donné entendue par un autre qui va venir rejoindre la personne ou l'équipe que tu accompagnes parce qu'elle va raisonner à sa problématique en disant simplement ce qui la touche dans ce qu'elle entend, comment finalement elle est différente d'écouter cette histoire-là, qu'est-ce que ça change pour elle, et de revenir après à la personne. Voilà, c'est vrai que ce processus-là de ce qu'on appelle nous témoin extérieur, mais en tout cas de faire résonner un témoin à une histoire, une belle histoire, une histoire qui fait tenir debout. Voilà, ça c'est vrai que c'est toujours magique. Alors la façon dont moi je l'ai mis en œuvre, c'était pas avec des migrants et des politiques, mais après la masterclass avec David Denborough, tu rappelais que c'était avant le Covid, et du coup pendant le Covid j'ai eu l'occasion, et c'était vraiment un peu mon baptême du feu narratif en collectif, et c'est vraiment une jolie histoire. J'en suis d'autant plus heureuse que je vais retravailler avec cette équipe là cette année, et que
encore une fois, ils vont être pionniers une nouvelle démarche que j'ai créée avec un ami artiste. Donc vraiment, cette équipe, j'honore son esprit d'aventure parce que à chaque fois, ils sont partants avec leurs dirigeants. Et là, en l'occurrence, c'était pendant la traversée du confinement. Tu vois, on est en France en mars 2020, c'est comme le premier confinement, ça nous est tous tombé dessus dans le monde entier. En Suisse aussi, hein. Mm-hmm. Et on était tous un peu sidérés. Et dans cette équipe, ils sont une trentaine dans le sud de la France. C'est une usine et ils se retrouvent, ceux qui continuent de faire tourner l'usine, ceux qui sont à la maison et ceux qui sont en télétravail. Et donc, en fait, on se dit avec le dirigeant, comment est-ce qu'on peut préparer le retour à l'usine? On ne sait pas encore quand ça va être. En l'occurrence, ce sera 3 mois plus tard, 2 mois plus tard. Et on se dit, tous ces groupes qui vont avoir vécu des choses très différentes, entre ceux qui ont l'impression de risquer leur vie en allant à l'usine, ceux qui sont tranquilles en activité partielle, à ne rien faire et à juste jardiner, cuisiner pour les enfants. Et puis ceux qui sont en télétravail, à s'habituer, à s'adapter à ce truc-là, on se disait, oulala, qu'est-ce que ça va pouvoir donner? Et donc, on va construire cet accompagnement de telle sorte que chacun, déjà, en partant vraiment de l'individu jusqu'au grand groupe, chacun puisse aller à la découverte de ce que tu appelais les pépites dormantes, en tout cas, puisse exprimer comment il a traversé ce confinement, non pas, enfin avec toutes ses ressources, voilà, avec quelles ressources il a fait face et passé d'une vision qui aurait pu être subie à une vision vraiment active. Et ça, ces histoires-là, on les a d'abord racontées en petits groupes, donc avec 2 personnes qui entendaient évidemment mixtes, hein, de chaque catégorie entre guillemets. Donc un premier vécu, ressenti, partagé en tout petit groupe. Donc pour bien comprendre, vous avez d'abord fait comme des sous-groupes, si on veut, de personnes qui se sont racontées leur vécu et qui racontaient un peu ce qu'ils avaient vécu et comment ça s'était passé pour eux. Exactement. À ce moment-là, on est encore à distance. Donc, je suis à distance avec eux. Eux se retrouvent, c'est le moment de la réouverture. Donc, eux sont en présentiel dans une salle de réunion, par petit groupe de 3. Et moi, à distance avec eux pour les interviewer. Et aider chacun tour à tour à exprimer, voilà, avec quelles ressources il a fait face, comment il a vécu ça, et vraiment avec cette idée d'aller chercher des fines traces d'histoires, de compétences, de talents, et surtout, comme c'est des équipes qui travaillent souvent depuis longtemps ensemble, de retrouver la curiosité pour l'autre, comme si on avait, je disais toujours, mais écoutez la personne en face comme si vous l'aviez jamais rencontrée, jamais entendue. Et ça, je trouve que cette curiosité, c'est ce que tu disais à propos de ta rencontre entre ces femmes d'origine étrangère et ces personnes du monde politique, où à un moment donné, c'est les a priori, c'est les préjugés sur l'autre qui empêchent la rencontre. Donc là, vraiment, de pouvoir poser ce postulat, d'écouter l'autre comme si c'était la première fois qu'on le rencontrait, je trouve que c'est une belle invitation. Et puis voilà. Extrêmement belle, en effet. Très important. Et puis ça a donné effectivement, ça a été les premières graines, la première brique de cet accompagnement qui s'est poursuivi après sur différentes façons jusqu'à une grande belle journée où on a assemblé le journal de bord de toute l'équipe. Et voilà, c'est un vrai beau souvenir. Je crois que l'équipe était finalement fière de l'état d'esprit qui l'avait animé, l'esprit de corps, comme disait le dirigeant, finalement par rapport à notre appréhension initiale avec le dirigeant de dire oh là là, dans quel état ils vont se retrouver. En réalité, c'est l'inverse qui s'était passé. C'est une équipe qui a fait front admirablement et finalement la démarche est retournée sur comment on pouvait honorer justement cet état d'esprit extraordinaire qui les avait animés pendant ces 2-3 mois. Et derrière, évidemment, ça leur a donné beaucoup de confiance quand le deuxième confinement est arrivé. Ils ont fait alors même pas peur. Et je crois que ça les a accompagnés un petit moment encore. Donc, si je comprends bien, donc il y a eu cette première démarche de sous-groupe, puis après, il y a eu un travail qui a été fait en équipe pour aboutir à une journée où tout le monde s'est retrouvé ensemble. Ouais. Alors, c'était quoi le contenu de la fin de ce processus? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu disais que tu avais travaillé avec un artiste. Alors, l'artiste, c'est ce qui va venir. C'est la prochaine fois. Alors, on n'en parle pas pour l'instant. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière journée que tu as vécue avec eux? Alors, dans la dernière journée, en fait, on avait on avait reconstitué les groupes par catégorie, ceux qui avaient fait à l'usine, travaillé à l'usine, etc. Oui. Et chaque groupe avait créé des pages d'un journal de bord
au début, pendant, après, on avait et donné des titres de films, enfin voilà. Et donc chaque groupe allait raconter son histoire aux autres groupes, de comment ils avaient fait face, de ce qu'ils avaient vécu, pour lever tous les non-dits, toutes les méconnaissances, et les autres groupes pouvaient raisonner. Donc voilà, donc on retrouvait ce principe de résonance. En miroir des petites histoires à 3 personnes, là c'était vraiment dans la... Donc ça c'était le premier moment. Après, il y avait plein de petits rituels, des objets un peu symboliques. Les premières histoires en sous-groupe avaient donné lieu à des dessins de mains, c'est-à-dire que les personnes qui écoutaient l'histoire, non seulement elles écoutaient l'histoire, mais en plus elles dessinaient. Enfin, il y avait une main qui était dessinée et elles mettaient les mots importants, les images importantes qu'elles avaient retenues et elles offraient. C'est un peu comme le t-shirt, mais sauf qu'au lieu d'être le fameux jeu du t-shirt qu'on utilise souvent, au lieu d'être le jeu du t-shirt, c'était une main tendue. Et donc, on a les collaborateurs de l'entreprise qui m'aidaient à construire le projet ont eu l'idée d'offrir à chacun un porte-crayon où il retrouvait le dessin de sa main. Voilà. Donc, c'était des petits actes symboliques, mais voilà, on retrouve beaucoup de ça, de ces rituels qui vont honorer, qui vont souligner une histoire préférée, qui vont laisser une trace, parce que ça, c'est très important pour nous. Dans l'approche narrative, qu'il y ait une trace de ce qui a été vécu, qui puisse soutenir ce qu'on est en train d'enrichir, d'épaissir, de faire germer. Et donc ça nous aide. Ouais, c'est très important cette question de laisser une trace. C'est tout ce qu'on appelle la documentation narrative, puis qui est infinie. Ça me fait penser que dans un groupe avec lequel dans lequel j'ai participé comme formatrice, à qui j'ai donné plusieurs journées de formation, on a terminé en leur donnant des vrais diplômes, évidemment leur diplôme officiel, et puis d'autres diplômes qui étaient construits autour de qui ils sont, qu'est-ce qu'on a pu percevoir de chaque personne, etc. Et puis c'est vrai que c'est extrêmement touchant, extrêmement fort de pouvoir faire ça avec les gens. C'est très beau et c'est tout simple, mais ton carnet de bord me fait penser à une chose que je vais te partager maintenant avant de t'entendre raconter l'histoire avec l'artiste parce qu'elle m'intrigue beaucoup. Eh bien, l'histoire du carnet de bord et ce qui s'en est suivi, vous le retrouverez dans l'épisode suivant puisque j'ai envie de vous laisser respirer un peu dans notre conversation et vous laisser le temps de digérer peut-être certains éléments que vous avez entendus ou de prendre le temps d'aller faire autre chose. Donc, rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite de notre conversation. Merci d'abord de l'avoir écouté jusqu'au bout, en espérant que cet épisode vous a plu et en souhaitant également vous retrouver pour la suite, que vous retrouverez sur votre plateforme d'écoute préférée. Bien sûr, si vous avez aimé, vous connaissez l'histoire des étoiles. Je vous dis à bientôt.